Bonsoir, je vous remercie. On va peut-être commencer pour pas que parce que le temps file vite en général. Donc je vous remercie pour votre présence ce soir et l'accueil que vous avez réservé à Agnès Benassi-Kéré. Juste, je rappelle que la conférence, elle se déroule dans le cadre des rendez-vous de l'économie. On a de 3 à 4 rencontres sur un temps relativement contraint dans la période des enseignements, parce qu'on essaie de profiter du temps de présence, de votre temps de présence. Je m'adresse aux étudiantes, aux étudiants. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour avoir ces conférences ou ces débats ou tables rondes. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Agnès Benassi-Kéré, qui est sous-gouverneur de la Banque de France, qui est également professeur d'économie à Paris 1 et rattaché à l'école d'économie de Paris. Je précise que cette conférence a lieu dans le cadre d'un partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec la Banque de France, et je remercie Pascal Tachon en particulier qui nous a aidé à organiser sur les dernières années ces conférences, qui sont en général des conférences d'ouverture annuelles de la Banque de France. On avait signé ce partenariat en 2017, je crois, en présence du gouverneur, monsieur François Villeroy de Galhau, que je remercie également. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Agnès Benassi-Kéré, qui va nous dresser un bilan de la vague inflationniste 2022-2024, en donnant quelques éléments sur les leçons qu'on peut tirer de la politique, en termes de politique monétaire. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais laisser la parole et le micro à Agnès, que je remercie très, très fort. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous d'être venus ce soir. Donc, je suis ravie d'être dans un amphi qui est mon habitat de départ, puisque j'ai enseigné dans diverses universités pendant de nombreuses années. Alors, on va peut-être commencer par un petit sondage. Savez-vous quel est le taux d'inflation aujourd'hui, ces derniers temps, en France? Donc, voilà, est-ce que vous avez une idée? Donc, est-ce que vous avez d'abord quel est l'objectif de la BCE? C'est combien? 2% sur le moyen terme. Alors, attendez, si vous ne réagissez pas, 2% sur le moyen terme. Est-ce qu'on est au-dessus ou on est en dessous de 2%? Qui pense qu'on est au-dessus? Qui pense qu'on est en dessous? Bon. Je garde le suspense et on va commencer. Donc, nous allons d'abord regarder de manière factuelle cette vague inflationniste 2022-2024 sur 2022-2024 et ensuite réfléchir à la contribution de la politique monétaire à la désinflation, réfléchir aussi à comment la mesurer, ce qui n'a rien d'évident. Et enfin, on parlera éventuellement des inégalités de transmission entre les pays de la zone euro, qui est un sujet qui revient régulièrement. Alors, donc d'abord, la vague inflationniste. Nous sommes ici, 0,9%. Bravo aux quelques-uns qui ont dit moins de 2%. On reviendra après sur la question des perceptions de l'inflation, qui est un sujet très important pour les banques centrales. Donc là, vous avez l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée, IPCH, en France, à partir de 2020. Donc vous voyez qu'en 2020, on était à 0%. Quand on dit 0%, c'est 0% sur un an. Donc par exemple, novembre 2020 par rapport à novembre 2019. C'est toujours sur un an qu'on donne l'inflation. Donc on voit qu'en 2020, on est à 0. Et puis ça monte déjà en 2021. Il y a déjà des problèmes sur les approvisionnements énergétiques. Mais évidemment, ça accélère avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la crise énergétique qui en résulte. Le pic est obtenu en février 2023, 7,3%. Et ensuite, à partir du mois de mars, on a une décrue. Alors, j'aime bien dire que je suis arrivée à la Banque de France en février 2023. Et donc, dès le mois suivant, l'inflation refluait. Donc, je suis très fière de ce résultat. Et on atteint aujourd'hui 0,9%, c'est-à-dire qu'on est en dessous de l'objectif. Alors, à droite, vous avez la même chose pour la zone euro. Donc, vous remarquez deux choses. D'abord, l'échelle n'est pas la même.
de 0 à 12%, là de 0 à 10, donc faites attention. Le pic, il est à 10,6% pour la zone euro, et il est en octobre 2022, il est avant la France. Et ensuite, il y a une décrue très rapide pour la zone euro. On a parlé d'un sapin de Noël pour la zone euro, parce qu'on était presque à Noël 2022 au pic, et ensuite ça rediminue, et ça a la forme presque symétrique d'un sapin de Noël. Ce qu'on remarque donc, c'est que le pic est plus haut qu'en France, et c'est vraiment un pic, alors qu'en France, on a un plateau. Ensuite, et donc aujourd'hui, on est à peu près 2,1% sur le chiffre d'octobre. Donc, à l'objectif. Alors après, ce qui est intéressant, c'est la composition. Donc, je reviens sur la France. Ça a commencé avec l'énergie, c'est la partie orange. Donc ça, c'est la contribution de l'énergie à l'inflation. Donc on voit qu'au début, c'est surtout de l'énergie. On a toujours de l'inflation dans les services, on en avait déjà avant, et donc ça continue. L'alimentation aussi a toujours été une contribution positive à l'inflation, et ça continue. Mais donc au début, ce qui change vraiment, c'est l'énergie. Et puis l'énergie, après, va se transmettre, l'inflation de l'énergie va se transmettre dans les prix alimentaires, puisque l'alimentation, l'agriculture et la pêche sont des activités intensives en énergie et en plus en engrais qui sont faits avec du gaz. Et donc, il y a eu une inflation énergétique très forte, et en plus la guerre en Ukraine, eh bien, il y a eu un impact sur le prix des céréales qui est fixé au niveau mondial. Et donc, on a une forte inflation alimentaire sur 2022, fin 2022 et puis l'année 2023. Et augmente, après l'alimentation, augmente la partie rouge, ce sont les produits manufacturés. Et puis on voit que, enfin, la partie service finit par augmenter, pas beaucoup, mais quand même, elle augmente et elle est plus persistante. C'est-à-dire que sur la fin, 2024, on n'a pratiquement plus que de l'inflation des services dans l'inflation totale, et 2025, on n'a carrément plus que des services, et on voit que la partie énergie, elle est négative. Elle contribue négativement à l'inflation, ce qui, encore une fois, n'est pas forcément la perception des consommateurs. Sur la zone euro, c'est un peu la même chose, mais c'est plus violent à la hausse et à la baisse, et on voit encore plus clairement une espèce de plateau sur 2024-2025 qui est dû à la persistance de l'inflation dans les services, donc qui arrive en dernier, mais qui est plus persistante. Donc voilà pour la description de ce qui s'est passé. Alors, commencez dans les autres pays. Donc, à droite, vous avez la comparaison France, zone euro, et puis États-Unis. Et donc, on voit on voit encore une fois la même chose qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que la zone euro, ça va plus haut et de manière moins durable. Et la France, c'est un plateau. On va expliquer pourquoi c'est un plateau par rapport à la zone euro. Et on voit qu'aux États-Unis, on a eu aussi une vague inflationniste avec un maximum à 9,1%, puis une décrue, mais les États-Unis ont du mal à revenir à 2%, qui est aussi leur objectif. Là, le dernier chiffre, c'est 2,9%. On a un pays qui est atypique, qui est le Japon, en vert, qui, lui, était en inflation négative depuis de nombreuses années, et qui est enfin passé en territoire positif, et donc avec une inflation qui est arrivée autour de 4%, qui a diminué ensuite, mais enfin, on voyait qu'elle est assez persistante aussi. Donc au début, les Japonais étaient très contents d'avoir enfin de l'inflation, mais après, évidemment, les taux d'intérêt ont monté, donc ça pose quand même quelques problèmes. La Suisse est un pays aussi très particulier, puisque vous voyez que la Suisse est maintenant à inflation zéro, et a connu très peu d'inflation. Pourquoi ? Donc il y a eu une appréciation du franc suisse et une désinflation importée, et notamment sur la période récente. Voilà, et on a aussi le Royaume-Uni, qui a connu une très forte vague inflationniste, et une inflation qui a énormément de mal à diminuer. Donc vous voyez que la zone euro a quand même, maintenant est revenue à son objectif d'inflation. En France, on est même en dessous, ce qui est probablement en grande partie transitoire, parce que c'est lié à des baisses de prix de l'électricité en début d'année. Et comme on raisonne en variation annuelle, eh bien, si la baisse de l'électricité a lieu en février 2025, eh bien, on aura une baisse de l'inflation automatique jusqu'à février 2026, et ensuite cet effet de base aura disparu. Alors, à l'origine, donc, c'est un choc énergétique.
Donc là, vous avez l'évolution de prix de trois énergies à partir de 2022, deuxième trimestre, jusqu'à 2024, deuxième trimestre. Et en noir, c'est le pétrole, en rouge, l'électricité, et en bleu, le gaz. Donc on part de 100 au deuxième trimestre 2021, et pour le gaz, vous voyez qu'on arrive à quasiment 900, 850, au milieu de l'année 2022. Et donc c'est un choc sur le prix du gaz qui est mais jamais vu. C'est un choc d'une violence extrême. Donc on connaît l'origine de ce choc. Alors pourquoi ça emmène le prix de l'électricité? Eh bien parce qu'on a un système en Europe où, de ce qu'on appelle ordre du mérite, où on a plein de centrales qui font de l'électricité. Il y a du nucléaire qui en fait tout le temps. Mais après, on appelle des centrales électriques en fonction de leur coût marginal. Et donc, la centrale marginale, c'est souvent une centrale à gaz, parce que le gaz, c'est très flexible, on peut l'allumer et l'éteindre. Et donc, forcément, ça fait monter le prix de l'électricité, puisque le prix de l'électricité est fixé en fonction de la dernière centrale appelée. Alors maintenant, et vous voyez que le prix du pétrole, lui, il a augmenté. Il a fortement augmenté, même on pourrait dire, puisqu'on part de 100, on arrive à quasiment 200, donc le double, un doublement. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec un autre choc, qui est le choc de 73-75, donc une période reculée pour vous, mais qui avait quand même frappé les esprits, où on avait un triplement du prix du pétrole sur l'année 74, et ce qui avait entraîné une vague inflationniste. Et c'est intéressant de comparer ce qui s'est passé récemment à ce qui s'était passé dans les années 70. Donc vous voyez qu'on avait un choc sur le prix du pétrole qui était beaucoup plus important que le choc qu'on a vu récemment. Alors on n'a pas les données sur le prix du gaz et le prix de l'électricité, mais c'est quand même intéressant de comparer ces deux prix. Alors ce qu'on a vu après ce choc sévère, et ça c'est une recherche récente qui est vraiment intéressante, où on regarde non pas seulement les variations de prix, mais les fréquences de variation de prix, donc c'est microéconomique. On relève, donc c'est des travaux qui sont réalisés notamment à la Banque de France, où on relève la fréquence à laquelle les commerçants modifient leurs prix. Et donc on voit que la fréquence mensuelle, c'est à peu près 8%, 8-9%, c'est-à-dire que chaque mois, à peu près 8-9% des prix sont augmentés. Et puis, en temps normal, sont modifiés. À peu près 8% sont modifiés, dont 4%, donc 4% sont baissés et 5% sont augmentés, donc le total fait plutôt 9%. Et on voit qu'à partir de 2022, eh bien, ces proportions augmentent. Alors, pas tellement pour les baisses de prix, mais pour les hausses de prix et donc le total. D'accord ? Donc les commerçants font varier beaucoup plus souvent leurs prix, et donc ça, c'est inflationniste. Alors, après, que se passe-t-il ? Donc, vous avez certainement appris la boucle prix-salaire. Donc, les hausses de prix entraînent des revendications salariales, donc les salaires augmentent. Et comme les salaires augmentent, les coûts des entreprises augmentent. Et comme les coûts des entreprises augmentent, elles augmentent leurs prix, etc., etc. Dans les années 70, ce phénomène était massif. Donc ici, vous avez une décomposition. Alors, ce n'est pas le même prix. Donc, d'abord, c'est un prix en niveau. On part de 0. Et donc, on a l'inflation cumulée jusqu'à 1976. Donc, on a à peu près 50% de hausse des prix cumulés. Et c'est le prix du PIB, donc c'est plutôt un prix de production, disons. Donc ça, c'est la courbe bleue dans les années 70. Vous voyez, en comparaison, les prix en cumulé ont augmenté plutôt de 20% dans la zone euro sur la période 21-25. Donc c'est beaucoup plus faible. Et qu'est-ce qui est vraiment différent entre les deux courbes ? Bon, il y a la partie productivité, on pourrait y revenir, mais il y a surtout les hausses de salaire qui ont été beaucoup plus fortes dans les années 70 que dans la période récente. Donc évidemment, ce qui a énormément aidé à la désinflation, puisque la boucle prix-salaire était beaucoup moins nourrie. Alors là, donc, vous avez la décomposition, le prix du PIB, il y a 4 composantes, enfin il y a 3 composantes. Il y a les impôts de production,
il y a l'excédent brut d'exploitation, donc la rémunération du capital, et il y a les salaires corrigés par la productivité. Et donc, en général, les salaires, les coûts salariaux, c'est à peu près c'est à peu près 2/3 de la hausse des coûts, et la rémunération du capital, 1/3. Donc, en 2022-2023, il a commencé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à y avoir une polémique sur est-ce qu'on a une boucle prix-salaire? Donc, visiblement, non. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une boucle prix-profit? La partie rouge. Donc, l'excédent brut d'exploitation des entreprises qui est assimilé ici au profit. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, alors là, on a le même graphique, sauf qu'on a concaténé les salaires et la productivité. C'est les coûts salariales unitaires. Et c'est en jaune. Les profits sont toujours en rouge. Et là, on est en glissement annuel. On n'est plus en cumul. On est en glissement annuel. Donc ça, vous savez, pour la zone euro, la même décomposition que tout à l'heure, mais en glissement annuel. On s'attend à ce que les salaires, les coûts salariaux représentent à peu près 2/3 de l'augmentation du prix de production, et les salaires unitaires à peu près 1/3. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il faudrait corriger pour la productivité, mais enfin, c'est à peu près ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, pour la zone euro, sur 2022-2023, vous voyez, les courbes, les bâtons rouges sont très gros. C'est plus que 1/3 du total. Et les bâtons jaunes sont moins que 2/3 du total. Donc, on a l'impression, effectivement, qu'il y a une hausse des profits qui aurait nourri l'inflation. Alors, ceci dit, vous voyez qu'en 2024-2025, les barres rouges disparaissent. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que les salaires rattrapent. Donc, il y a eu une perte de pouvoir d'achat des salaires sur les premières années, 2022-2023. Il y a des retards d'ajustement, et ils se font en 2024-2025, et les barres rouges disparaissent. Donc, en fait, il faudrait faire le cumul de tout ça pour savoir si la part des profits a augmenté ou elle n'a pas augmenté. En France, on a un dispositif vraiment très différent, où c'est vraiment très difficile de mesurer la part des profits dans l'inflation sur cette période-là, parce qu'on a une partie qui est négative, qui est liée en fait au moment où le gouvernement a retiré les aides Covid. Donc du coup, ça a augmenté les coûts des entreprises qui ont dû prendre dans leur marge. Donc on a eu une baisse des profits en variation annuelle, puis ensuite ça remonte, et ensuite ça baisse. Bon, c'est assez fluctuant. D'accord ? Et l'hypothèse d'une boucle prix-profit n'est pas vraiment validée empiriquement sur plusieurs années, qui est ce qui compte, mais l'hypothèse d'une boucle prix-salaire non plus. Donc on a eu ces deux phénomènes qui ont quand même aidé à ne pas avoir trop d'inflation et une inflation qui dérape. Alors on verra après le rôle de la politique monétaire dans tout ça. Si on fait une décomposition sectorielle, on voit que dans le cas de la France, quand les profits, alors là c'est juste les profits, l'évolution des profits unitaires, eh bien on a eu 3 vagues. On a eu 2021, donc sortie du Covid, goulot d'étranglement, hausse des prix du fret, et donc une hausse très forte des profits dans le maritime. Ensuite, on a une contribution de la finance, parce qu'on a eu une hausse des taux d'intérêt en 2023, mais surtout une forte part de l'énergie. Et donc, évidemment, les entreprises énergétiques faisant du profit en France, par le raffinage notamment, et les ventes de prix de carburant. Mais ça suivait une période négative, et là on a aussi l'effet de EDF, puisque vous savez que les centrales nucléaires ont été mises à l'arrêt, enfin en grande partie durant l'année 2022, ce qui a évidemment contribué à la hausse des prix de l'électricité. Et a réduit les profits de EDF. Donc voilà pour la description de la vague. Et maintenant, contribution de la politique monétaire à la désinflation. Alors si je compare la vague récente avec les années 70, donc là vous avez l'évolution de l'inflation. En bleu, c'est la vague récente.
Donc on part de 0 dans les deux cas pour pouvoir les comparer, mais rappelez-vous, on partait de 0 là en 2020, et on compare avec rouge, la courbe rouge, qui est les années 70, on ne partait pas de 0, on partait de 4%. Hein, donc évidemment, il faudrait les décaler, mais c'est intéressant de comparer leurs profils. Donc on a une hausse beaucoup plus forte dans les années 70, mais aussi une décrue forte, mais qui s'arrête en cours de route, alors que la courbe bleue est plus rebondie, disons, et elle va moins haut. À droite, vous avez la politique monétaire, donc les taux d'intérêt à court terme, sur les deux périodes. Et alors là, c'est complètement différent. Dans les années 70, alors on partait de 6%, pareil, là on part de 0 pour pouvoir les comparer, mais on partait de 6%, alors qu'en zone euro, on partait même d'un taux de refinancement négatif, un taux de dépôt à la Banque centrale négatif. Mais si on démarre à 0%, vous voyez que la courbe rouge explose, elle va très très vite, elle monte très très vite. Donc on partait de 6%, donc on arrive à 6,5%, on avait 12,5% de taux d'intérêt hein, quand même, et redescend très fortement. En bleu, vous avez la période récente, donc pas d'évolution sur les 4 premiers trimestres, et ensuite une augmentation forte, mais plus étalée dans le temps, et qui plafonne, et ensuite qui va rediminuer. Alors, pourquoi ces différences? Donc, petit guide de politique monétaire en 3 minutes. Donc, vous le savez sans doute, vous avez appris les chocs d'offres et les chocs de demande. Il y a des chocs d'offres et des chocs de demande. Alors, les chocs de demande, c'est ce que les banques centrales aiment. Pourquoi? Parce que ça fait varier les prix et l'activité dans le même sens. Donc, il y a une hausse de la demande, l'activité va augmenter et les prix vont augmenter. Et donc, il n'y a pas de question à se poser. Dans ce cas-là, il faut resserrer la politique monétaire, remonter les taux d'intérêt pour calmer la demande et ça calmera les prix. Donc, c'est assez simple. Et on peut dire que dans les années 90 et 2000, on a été avec beaucoup de chocs de demande. Donc, les banques centrales faisaient leur travail de cette manière. Lorsqu'on a un choc d'offres négatif, comme ça a été le cas avec la flambée des prix de l'énergie, et c'est très embêtant parce que les prix augmentent, mais l'activité diminue. Et donc, si la Banque centrale monte les taux d'intérêt, elle va ralentir la demande, puisqu'il y aura moins d'investissements qui dépendent beaucoup des taux d'intérêt, par exemple. Et donc, elle va calmer les prix, certes, mais avoir un impact négatif sur l'activité. Alors, en zone euro, la Banque centrale a pour objectif donc, prioritaire d'avoir une inflation de 2% sur le moyen terme. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter les taux d'intérêt, même si ça a un impact négatif sur l'activité. Cet impact négatif sur l'activité, elle le prend en compte, bien sûr, dans le réglage de la politique monétaire, mais là, il n'y a pas trop de questions à se poser. La BCE doit privilégier la lutte contre l'inflation et donc un resserrement monétaire. Mais elle n'est pas toute seule. Donc, à côté, il y a la politique budgétaire. Et la politique budgétaire va sans doute privilégier l'activité en soutenant le pouvoir d'achat. Et c'est ce qui s'est passé pendant la crise. Donc, on a deux politiques côte à côte, une qui appuie sur le frein et l'autre qui appuie sur l'accélérateur. Et donc, la question, c'est l'impact net de ces deux politiques. Alors, avant de répondre à cette question, dernier point, quand le choc d'offres est temporaire. Donc, on a une flambée de l'énergie et puis ça retombe. Donc, par exemple, la maintenance des centrales nucléaires françaises en 2022 pouvait être considérée comme un choc temporaire. Elles allaient redémarrer et donc l'impact sur le prix de l'électricité serait temporaire. Bon, quand on a d'autres types de chocs, ce n'est pas toujours facile de savoir s'ils sont temporaires ou pas. Mais supposons que la Banque centrale soit persuadée que le choc va être temporaire. Eh bien, en théorie, elle ne devrait pas réagir. Pourquoi elle ne devrait pas réagir? Parce que l'action de la Banque centrale, donc via les taux d'intérêt, prend du temps. Donc, si la Banque centrale monte ses taux d'intérêt en novembre 2025, eh bien, l'inflation va commencer à réagir dans 12 mois, voire 18 mois. Donc, c'est très long. Et si le choc est temporaire, les prix sont retombés, et donc elle viendra complètement à contre-courant. Donc, ce que dit la théorie, c'est qu'il ne faut pas réagir quand un choc d'offre est supposé temporaire, ce qui, en fait, va nous alléger le dilemme qu'on a au-dessus, qui est que si on monte les taux d'intérêt, ça va accentuer l'impact négatif du choc sur l'activité.
Alors, en pratique, ce n'est pas si facile que ça, parce que d'abord, on ne sait pas toujours si le choc va être temporaire. Deuxièmement, eh bien, si le choc dure un petit peu plus que ce qu'on pensait, il y a un risque que les anticipations d'inflation se mettent à se désancrer, comme vous, qui pensez toujours, en majorité, que l'inflation est supérieure à 2%. D'accord ? Pourquoi vous pensez qu'elle est supérieure à 2%? Si elle était restée à 1% durant toute cette période, aucun de vous n'aurait dit supérieur à 2%. Mais vous dites supérieur à 2% parce que vous avez encore en tête des taux d'inflation plus élevés. Et donc ça, c'est la bête noire pour les banques centrales qui ne veulent surtout pas que les entreprises, les ménages, les salariés, les marchés financiers se mettent à penser que l'inflation sera durablement plus élevée. Et donc elle peut être en fait amenée à resserrer quand même la politique monétaire si le choc est fort à cause de ce risque de désancrage. Alors pourquoi est-ce qu'elle craint tant ce désancrage? Parce qu'il y a un côté autoréalisant. Si les salariés pensent que l'inflation va être de 3%, ils vont demander des augmentations de salaire de 3%. Et donc l'inflation sera effectivement de 3%. Alors tous les chocs d'offres ne sont pas identiques, ce qui rend la chose plus compliquée. On peut avoir un choc qui est amont et donc qui va toucher tous les secteurs. Donc un choc énergétique, c'est typiquement ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça fait monter les prix de l'énergie, mais aussi l'agriculture, mais aussi le secteur manufacturier et même les services. Donc ça va avoir plus d'impact sur les prix qu'un choc qui arriverait à la fin, où vous avez une hausse de, je ne sais pas quoi, un choc d'offre sur l'activité des taxis. Il n'y a pas beaucoup d'activité en aval des taxis, et donc ça n'aura pas trop d'impact sur l'inflation totale. On a un deuxième critère qui est la flexibilité des prix. Donc, on peut avoir des prix qui mettent du temps à s'ajuster, et donc quand ils s'ajustent, ça alimente l'inflation pendant une longue durée, donc c'est les chocs sur les services. Et on peut avoir au contraire des prix très flexibles, comme les prix alimentaires de frais, qui peuvent monter, mais aussi descendre. Et donc là, on a moins de risques inflationnistes. Un troisième critère qui est très important, c'est la source du choc. Est-ce qu'elle est interne ou externe? Là, on a eu un choc externe. C'est le prix du gaz importé qui a augmenté. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, c'est une baisse des termes c'est une perte de termes de l'échange, c'est-à-dire que les Européens se sont mis à payer plus cher leurs importations sans pouvoir répercuter sur le prix de leurs exportations. Et donc, ça s'apparente à un transfert de pouvoir d'achat de l'Europe vers les fournisseurs étrangers. Donc, une perte de pouvoir d'achat net de l'ensemble du pays. Alors que si vous avez un choc interne, c'est juste de la redistribution interne au pays. Le pouvoir d'achat n'est pas perdu. Alors que là, il est perdu. Il part à l'étranger. Et donc, ça a pour conséquence de ralentir la demande, puisque le pouvoir d'achat diminue. Donc, la demande est plus faible. Et dans ça, si la demande est plus faible, ça fait pression à la baisse sur les prix. Donc c'est très important en termes de dynamique inflationniste. Et le dernier point, c'est la capacité à anticiper. Est-ce que le choc est prévisible ou non prévisible? Et donc si le choc est prévisible, les entreprises ont pu l'anticiper, faire les investissements et donc être moins vulnérables au choc, et donc il y aura moins de risques inflationnistes. Alors ça, c'est intéressant aussi par rapport aux réflexions en cours sur le climat, le changement climatique et la transition. Le changement climatique, c'est quoi, du point de vue macroéconomique? C'est une succession de chocs d'offres temporaires, des désastres climatiques qui détruisent du capital physique, du capital naturel, qui font perdre en productivité, qui font perdre des heures de travail. C'est un choc plutôt amont, ça touche beaucoup l'agriculture et l'énergie. Et on peut avoir des chocs internes ou des chocs externes, puisqu'on sait que des chocs climatiques qui ont lieu, par exemple, dans des grands pays céréaliers, peuvent avoir un impact sur le prix mondial des céréales, et donc ça peut être un choc extérieur. Et ils sont bien sûr imprévisibles. La transition énergétique, ce sont des chocs d'offres plutôt permanents, surtout aussi amont, et plutôt internes. C'est une tarification carbone, avec des ressources budgétaires qui peuvent être redistribuées aux ménages, donc il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat, et en principe, c'est largement prévisible. Donc
Vous voyez, tout ça doit être pris en compte par les banques centrales pour régler leur politique monétaire face à des chocs d'offres. Alors, il y a eu des travaux sur cette vague inflationniste pour savoir si on avait des chocs d'offres ou chocs de demande. Donc là, vous avez la courbe bleue, c'est toujours le sapin de Noël de l'inflation de la zone euro. Et la courbe noire, c'est la contribution à gauche des chocs d'offres et à droite des chocs de demande. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas si vous avez fait de l'économétrie. On peut, par exemple, estimer un modèle VAR, vectoriel autorégressif, qui permet, avec des contraintes qu'on impose sur les résidus de l'estimation, eh bien, on va dire les chocs de demande, ce sont ceux qui font faire varier les prix et l'activité dans le même sens. Les chocs d'offres, c'est ceux qui font varier en sens inverse. Et comme ça, on peut mesurer la quantité de chocs d'offres et de chocs de demande. Et donc, vous voyez, visuellement, on a une majorité de chocs d'offres, une minorité de chocs de demande. Il y a eu quand même un peu des chocs de demande parce qu'il y a eu le résultat de la sortie du Covid avec un rattrapage de la demande pour certains secteurs. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la politique budgétaire était intervenue. On pourrait se poser la question, pourquoi, en fait, la politique budgétaire est intervenue? Après tout, pendant la pandémie, les ménages avaient accumulé de l'épargne, en moyenne, puisqu'ils avaient été empêchés de consommer, et donc le taux d'épargne avait très fortement augmenté, était passé d'environ 14% à 20% en France. Donc les ménages pouvaient tout à fait tirer dans leur bas de laine pour régler leurs factures énergétiques et alimentaires. Par ailleurs, le salaire minimum en France est indexé, c'est qu'il est indexé sur l'inflation subie par les ménages, les 20% des ménages les plus défavorisés, plus un rattrapage de la productivité. Donc, finalement, les ménages vulnérables étaient protégés. Donc, et les minima sociaux aussi sont indexés, avec retard certes, mais ils sont indexés. Donc, finalement, on aurait pu dire pourquoi intervenir. Alors, il y a 3 raisons pour intervenir. La première, c'est les risques d'effet de second tour. Le SMIC étant indexé sur l'inflation, eh bien, plus l'inflation est forte, plus le SMIC va augmenter et on aura un risque de boucle prix-salaire. Et c'est pour cette raison, surtout, que le gouvernement français est intervenu sur les prix, ce qui est assez hétérodoxe, intervenu sur les prix pour essayer d'enrayer cette boucle prix-salaire, donc que l'inflation augmente moins et du coup le SMIC augmente moins et donc il y a moins de risque d'emballement. Il y a une deuxième raison qui est l'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on sait que quand l'économie va mal, le chômage augmente, et quand l'économie va mieux, le chômage diminue mais moins vite. Et donc on peut avoir, si on a une succession de chocs, on peut avoir un chômage qui augmente tendanciellement ou qui a du mal à diminuer tendanciellement. Et on a un troisième effet qui est plutôt de l'économie politique, une demande d'assurance publique. Les gens considèrent qu'il est normal qu'on leur vienne en aide. Enfin, en tout cas, il y a une demande de protection. Et une mauvaise perception du pouvoir d'achat aussi, qui est problématique, puisque ça enraye aussi l'activité. Et là, je vous montre les résultats d'un sondage fait par la Banque de France, qui est tout à fait éclairant, où c'est une enquête qui est faite chaque année. Là, c'est les résultats pour 2024, mais ça ne change pas pour les années précédentes, mais 2024 est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on demande aux gens, est-ce que les prix ont augmenté selon vous dans les 12 derniers mois? Donc 83% disent qu'ils ont augmenté. Ils ont raison, ils ont augmenté, même si l'inflation avait diminué beaucoup, les prix avaient augmenté. Après, on demande, mais est-ce que vos revenus en euros courants ont augmenté? Et là, 50% disent non, ils sont restés stables. 27% disent qu'ils ont baissé en euros courants. Et seulement 22% disent que leurs revenus ont augmenté. Or, et si on pose cette question aux retraités dont les pensions sont parfaitement indexées, c'est la même réponse. Si on demande aux personnes qui sont au salaire minimum qui est indexé, c'est la même réponse. Donc là, on voit qu'il y a un énorme problème de perception, c'est qu'effectivement, les gens voient que les prix augmentent, mais s'ils ne voient pas que leurs revenus augmentent, évidemment, ils pensent que leur pouvoir d'achat est étranglé. Et donc ça peut se propager à l'économie, c'est-à-dire que s'ils pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils vont
moins consommé, ce qui va avoir un effet évidemment sur l'activité, de ralentissement de l'activité. Donc ça peut être aussi une raison pour laquelle le gouvernement voudrait intervenir. Toujours est-il que le gouvernement français est intervenu massivement, et en particulier par les fameux boucliers tarifaires. Donc en écrêtant le prix du gaz, le prix de l'électricité et même les prix de carburant. Et donc, ça explique pourquoi il y a un plateau, en fait, alors que dans la zone euro, on a un pic et ça retombe. Donc là, le gouvernement ralentit la hausse des prix, donc ça augmente moins vite, mais ensuite, ne bénéficie pas totalement de la baisse de prix parce qu'il faut retirer les boucliers et à ce moment-là, les prix baissent moins vite. Ça vous explique pourquoi c'est bombé en France alors que c'est un pic dans la zone euro. Donc on peut utiliser des modèles pour essayer d'estimer la contribution de cette politique de bouclier tarifaire à la désinflation. Et donc là, ça c'est les résultats d'un travail réalisé à la Banque de France avec le modèle de la Banque de France. Donc c'est une sorte d'analyse contrefactuelle. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y a pas eu les boucliers tarifaires? Et ce qu'on obtient, c'est qu'en 2022, l'inflation, au lieu d'être à 5,9%, aurait été à 8,5%. Et ensuite, elle aurait diminué plus fort. Donc on aurait eu aussi une sorte de sapin de Noël, au lieu d'avoir le plateau qu'on a connu en France. D'accord? Donc l'inflation aurait augmenté encore beaucoup plus, et ensuite elle aurait diminué. Alors ce travail est cohérent avec ce qu'a trouvé le FMI aussi, avec d'autres méthodes. Évidemment, le problème, c'est que c'était ultra coûteux. Hein, ça a coûté environ 1,1 point de PIB en 2022 et encore 1,1 point de PIB en 2023. Par ailleurs, cette politique, elle est non coopérative au sens où ça empêche la consommation d'énergie de baisser suffisamment, puisque si le prix avait augmenté davantage, la consommation énergétique aurait diminué davantage, les ménages auraient fait plus d'économies d'énergie, et du coup, ça aurait contribué au niveau mondial à une modération des prix. Donc on ne prend pas ici, si tous les pays faisaient ça, si tous les pays avaient fait ça, on aurait eu des prix énergétiques qui auraient encore plus augmenté. Alors on a dit tout à l'heure qu'un élément crucial c'était, de la désinflation, c'était les anticipations d'inflation. Donc évidemment, on s'appuie beaucoup sur des enquêtes auprès des ménages, auprès des entreprises, sur leurs anticipations d'inflation. Alors vous voyez que les anticipations des ménages donc, sont traditionnellement au-dessus de l'inflation mesurée par les instituts statistiques dans tous les pays, il n'y a pas qu'en France. Alors donc on avait, avant la crise, donc vous voyez, en 2020, alors que l'inflation était à 0, les anticipations d'inflation à 1 an des ménages, la médiane était à peu près à 4%. Et puis ensuite, vous avez une augmentation très forte. Alors on pourra éventuellement discuter avec les questions pourquoi est-ce que les ménages se mettent à anticiper une inflation à 13%, et ils ont une perception qu'elle est à 18% en moyenne. C'est une moyenne, hein, il y a des gens qui pensent qu'elle est même à 50%, 70%. Et puis ensuite, ça retombe. Donc on a bien quand même assez vite une décrue des anticipations des ménages, même si le niveau reste beaucoup plus élevé que ce qui est mesuré. Ce qui est intéressant, c'est regarder les entreprises, parce que ce sont elles quand même qui fixent les prix. Et là, l'inflation perçue par les entreprises, les chefs d'entreprise, augmente en 2021-2022. Elle augmente aussi très au-dessus, nettement au-dessus de l'inflation réelle, moins évidemment que les ménages. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'inflation anticipée sur le long terme, elle reste assez stable. Elle augmente un peu et elle revient assez vite vers 2%. Donc ça, c'était un élément majeur d'ancrage des anticipations. Les entreprises ont bien intégré le fait que l'inflation allait rediminuer. Et donc, du coup, il ne fallait pas augmenter trop vite les prix, parce qu'elles allaient perdre des parts de marché si l'inflation effectivement refluait. Donc on peut calculer qu'est-ce qui se serait passé si les anticipations avaient été désancrées, c'est-à-dire que les entreprises s'étaient mises à anticiper des taux d'inflation beaucoup plus importants.
Donc ça, c'est un travail aussi réalisé à la Banque de France du PRAS. Voilà, peut-être qu'il faut que je le... donc, on voit que donc la courbe bleue, c'est l'inflation réalisée en zone euro. La jaune, c'est qu'est-ce qui se passe si les anticipations, si on simule le modèle avec des anticipations ancrées, c'est-à-dire que l'inflation anticipée, pi-t anticipée, c'est à peu près la même chose que l'anticipation précédente, donc on anticipe toujours la même chose. On n'est pas tellement sensible à l'inflation réalisée. Eh bien, on voit que ça correspond tout à fait au profil de l'inflation qu'on a vu, qui a été réalisé. Mais qu'est-ce qui se passe si les inflations sont désancrées? Ce qui est le coefficient là, observé dans les années 70 aux États-Unis. Et donc, on a une anticipation d'inflation qui dépend, oui, de l'inflation anticipée précédemment, mais pas tant que ça, qui est assez sensible à l'inflation réalisée, pi-t. Et là, on voit que l'inflation a été beaucoup plus élevée et elle aurait moins facilement rediminué. Donc c'est vraiment un élément crucial, et on voit que le taux d'intérêt aurait dû augmenter jusqu'à 8%, aurait augmenté jusqu'à 8%. Donc on est dans un autre monde. Donc c'est vraiment un avantage très grand pour la politique monétaire que les anticipations restent bien ancrées. Donc au total, on voit que donc on a simulé l'évolution de l'inflation si la politique monétaire était restée la même que ce qu'anticipaient les marchés en décembre 2021, donc avant la vague inflationniste. Et donc c'est la courbe pointillée. La courbe noire pleine, c'est l'inflation réalisée. Et on voit que l'inflation, au début, aurait reflué, parce que les prix de l'énergie refluaient. Donc la politique monétaire ne change pas grand-chose. Mais ensuite, on a un énorme écart entre les deux, à peu près 2 points d'écart. Donc en 2023, l'inflation aurait été à 7,4% au lieu de 5,4% observé. Et en 2024, 5,2% au lieu de 2,4%. Et ça correspond au fait que la politique monétaire met aussi du temps à avoir un impact. Et donc, à court terme, elle n'a pas tellement d'impact, mais ensuite, on voit vraiment la différence. Alors, comme j'ai pratiquement épuisé mon temps, d'accord. Donc, dernier sujet, eh bien, est-ce que la transmission de la politique monétaire, finalement, j'ai montré des chiffres pour la zone euro, un peu pour la France, mais est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité entre les pays de la zone euro? Alors, pour attaquer ce sujet, j'ai réalisé ce graphique qui m'a beaucoup surprise, je dois dire. Donc à droite, vous avez l'évolution des taux d'intérêt sur les prêts bancaires aux entreprises non financières dans différents pays de la zone euro, entre 2022 et 2025. Donc, ce qu'on voit, ils ne sont pas tous au même niveau. Les taux en Lituanie et en Lettonie, dans les Baltes, sont plus élevés qu'ailleurs, mais ils ont aussi plus d'inflation. Donc ça, c'est les taux nominaux. Donc il faudrait tracer les taux réels pour savoir comment ils sont. Mais la forme générale est la même. On a une courbe en cloche partout. Donc on a vraiment une transmission. Les taux que les banques proposent à leurs clients pour leurs clients entreprises pour les prêts, eh bien, ont évolué à peu près de la même manière dans les différents pays. Pour les ménages, c'est un peu la même chose, un peu moins tout de même. On voit que la France se distingue avec une hausse des taux qui est plus lente. Et ça, c'est lié notamment à la réglementation des taux d'usure, où le taux d'usure, c'est un plafond pour les prêts aux ménages. Et ce taux d'usure était initialement révisé seulement tous les 3 mois. Et donc, il contraignait les taux sur les prêts bancaires. Après, ça a été modifié, ça a été tous les mois, et donc ça a rattrapé très vite. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, ça se ressemble beaucoup. Donc on pourrait dire, finalement, c'est bien, la politique monétaire se transmet de manière symétrique dans les différents pays, la preuve. Alors ça, c'est vrai, mais c'est vrai pour les nouveaux prêts. Les gens qui se posent la question, est-ce que j'investis, j'investis pas, quel est le taux? Et donc, ce canal de transmission de la politique monétaire a été symétrique. Mais il y a un autre canal qui est la dette accumulée, et qui pèse sur les comptes de résultats des entreprises. Donc, les différents pays européens ne sont entrés dans cette crise avec des différents niveaux de dette. Alors, la dette publique, on en parle beaucoup. Ici, c'est la dette des entreprises, des sociétés non financières, SNF. Et donc, vous avez des taux
par rapport au PIB. Alors, on laisse de côté le Luxembourg, Chypre et les Pays-Bas, c'est un peu particulier, mais même entre les autres, ça va de 100% à 40% du PIB. Donc, ils sont rentrés dans cette crise avec des taux d'endettement très différents. Et surtout, la structure de l'endettement était différente. Donc, là, dans la plupart des pays, on a une part des taux fixes qui est à peu près 20-30% de la dette des entreprises non financières. Mais on a 4 pays qui se distinguent, Allemagne, Belgique, France et Pays-Bas, avec une majorité d'endettement à long terme avec des taux fixes. Et donc ces entreprises, elles rentrent dans la crise inflationniste, les taux d'intérêt augmentent, même pas mal, puisque leurs taux ne bougent pas, ils sont à long terme, ils sont défixés à long terme. Il va y avoir un impact, mais plus tard. Et donc là, on a une source d'asymétrie de transmission de la politique monétaire. On va avoir des pays qui vont subir, dont les entreprises vont subir assez vite le poids des hausses de taux d'intérêt, et puis d'autres moins. Et on l'a vu sur les données microéconomiques. Là, si on compare l'Espagne, la France et l'Italie, l'Italie et l'Espagne ont beaucoup plus de dettes à court terme dans les entreprises que la France, et on voit que le coût effectif moyen de la dette des entreprises augmente nettement moins en France. Il a même diminué à court terme parce que les entreprises ont aussi des liquidités qui ont été mieux rémunérées grâce à la hausse des taux. Donc là, on voit une source d'asymétrie de transmission, et ce n'est pas dû à quelques grandes entreprises, parce que si on regarde la médiane, on a la même conclusion qu'avec la moyenne. Alors, on va se dire, bah oui, alors donc la politique monétaire va se transmettre plus vite en Italie qu'en France, hein, puisque c'est plus vite que les entreprises vont subir la hausse des coûts de financement, des coûts financiers, et donc ralentir leur activité, ralentir leurs dépenses d'investissement. Mais il y a d'autres sources d'asymétrie. Et là, je vous en cite une deuxième, qui est la fréquence des négociations salariales, qui diffère beaucoup selon les pays. On a un pays donc, qui est tout à fait atypique, qui est la Belgique, avec une indexation annuelle de tous les salaires, pas seulement le SMIC, tous les salaires, avec quand même une corde de rappel sur le salaire réel qui ne peut pas augmenter plus vite que les concurrents, et donc qui est activé régulièrement. En France, on a des négociations annuelles et une indexation du SMIC. Donc on a quand même un certain dynamisme des salaires lorsque l'inflation augmente. Mais à l'opposé, on a l'Italie, où les négociations ont lieu tous les 3 ans, et elles sont fondées sur l'inflation anticipée hors énergie. Donc on a tous les éléments pour avoir des salaires qui sont très inertes. Et quand on regarde la croissance cumulée du salaire réel, donc le salaire déflaté par les prix, le pouvoir d'achat du salaire, si vous voulez, eh bien on trouve des grosses différences entre les pays européens. Donc la Belgique, qui est la courbe rose pointillée, on voit même à peine le salaire réel diminuer, et hop, il augmente assez vite, alors que l'Italie descend aux enfers en termes de pouvoir d'achat du salaire réel. La France reste un peu en dessous de 100, mais ne descend pas très. Le pouvoir d'achat du salaire baisse de l'ordre de 2% en moyenne. Donc ça, c'est une deuxième source. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour voir l'impact sur la politique monétaire? Ça, c'est une étudiante en thèse à la Banque de France qui a fait ce qu'on appelle des projections locales et qui a regardé pays par pays l'impact d'un resserrement monétaire sur le PIB réel, sur l'inflation, après 12 mois, en comparant entre les différents pays de la zone euro. Donc on a dit que la Belgique et la France ont des salaires nominaux qui réagissent plus vite à l'inflation, donc des salaires réels qui sont relativement stables. Et donc c'est des pays où on s'attend à avoir un impact relativement lent de la politique monétaire, d'autant plus que les entreprises sont endettées à taux fixe à long terme. Et ben, en fait, on voit que l'impact de la politique monétaire sur ces deux pays, donc sur l'inflation dans ces deux pays, ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans d'autres pays. On a à côté l'Italie ici. Donc l'Italie a des salaires extrêmement inertes et puis par ailleurs a
dette qui est plus à court terme. Donc on s'imaginerait que la politique monétaire a plus d'impact plus vite en Italie. Et en fait, pas du tout. Elle a plutôt moins d'impact après 12 mois qu'en Belgique. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la transmission de la politique monétaire entre les différents pays européens, en fait, elle n'est pas si asymétrique que ça. Certes, il y a des différences structurelles entre les pays, mais on a l'impression qu'elles se compensent plus ou moins en partie. Là, j'en ai montré 2, j'aurais pu en montrer d'autres. Et donc, finalement, peut-être on a mis trop de poids sur ces différences entre pays. Il faudrait plus regarder les différences entre secteurs. On a des secteurs intensifs en capital, des secteurs moins intensifs en capital. Par exemple, l'industrie manufacturière versus les services. Mais aussi entre tailles d'entreprises. Par exemple, les grandes entreprises ont accès au marché de l'endettement, alors que les petites entreprises sont dépendantes de leurs banques. Les grandes entreprises ont plus de dettes que les petites. Mais aussi, bien évidemment, les inégalités entre les ménages, selon qu'ils sont créanciers ou débiteurs. Donc la conclusion de tout ça, c'est que finalement, la politique monétaire, donc d'une part, a été active, non seulement parce qu'elle a monté les taux, mais aussi parce qu'elle a réussi à garder les anticipations d'inflation ancrées, en tout cas pour les entreprises. Et donc ça a favorisé une désinflation qui n'a pas été coûteuse, il n'y a pas eu de récession en Europe, et qui s'est transmise de manière relativement symétrique, finalement, entre les différents pays européens, ce qui fait que c'est relativement satisfaisant pour une zone monétaire où il y a une politique monétaire unique qui doit diffuser dans l'ensemble des pays. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour l'exposé. On a un temps de questions. Donc, une première question. Bonsoir et merci pour votre présentation très instructive. Je fais actuellement une thèse sur la transmission des chocs entre matières premières et inflation. Donc voilà. J'ai 2 petites questions. Premièrement, dans les sources du pic d'inflation, vous n'avez pas abordé la question monétaire, de l'augmentation de la masse monétaire pendant la crise Covid qui aurait peut-être eu un impact sur l'inflation post-Covid. Donc voilà, c'est ma question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas abordé. Et ma deuxième question, c'est vous parlez des perceptions du pouvoir d'achat par les ménages qui étaient mauvaises parce qu'ils n'auraient pas perdu en pouvoir d'achat parce que l'inflation se serait reportée. Est-ce que ceci n'est pas dû au fait que par la composition des indicateurs d'inflation qui est très différente de la répartition des dépenses des ménages, notamment sur l'alimentaire, etc. Merci. Merci pour ces 2 questions. Alors sur la première, je ne pense pas en fait que donc c'est vrai que l'eurosystème, donc les différentes banques centrales de l'eurosystème, la BCE et les banques centrales nationales, ont pendant la période de la pandémie, mais aussi avant, acheté beaucoup d'actifs et donc il y avait beaucoup de liquidités dans le système. Les banques avaient beaucoup de liquidités. Ça c'est vrai. Néanmoins, ça n'a pas été une période de boom, ni de la consommation, ni de l'investissement. Donc en fait, cette liquidité, à partir du moment où elle reste inemployée en quelque sorte, ça ne crée pas d'inflation. Donc, par ailleurs, les banques centrales ont commencé le QT à partir de 2022, donc de réduire leur bilan, et elles ont annoncé surtout qu'elles allaient continuer à le faire pendant de nombreux mois. Donc effectivement, mais c'est quelque chose qui, empiriquement, doit être... Donc vous avez peut-être regardé avec votre thèse, qui doit être regardé empiriquement, mais c'est vrai que la plupart des travaux se concentrent plutôt sur les taux d'intérêt, puisque c'est ça qui a vraiment... Enfin, il y a eu une augmentation de 450 points de base, extrêmement rapide, des taux d'intérêt. Donc on est à moins 0,5 le taux d'intérêt des dépôts, des facilités de dépôt à la BCE, et on est passé très vite à 4%. Et on est aujourd'hui revenu à 2%. Donc on a quand même une réactivité des taux d'intérêt qui est sans commune mesure avec les politiques d'achat, où la Banque centrale ne peut pas du jour au lendemain revendre tout ce qu'elle a acheté pendant 10 ans
Sinon, ça créerait quand même un très gros désordre de marché. La deuxième, c'est sur les perceptions d'inflation. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est un sujet très intéressant et très important. Alors, le taux d'inflation est calculé, l'indice des prix à la consommation est calculé par l'INSEE en prenant en compte le panier moyen de consommation. Donc, il n'y a pas de consommation cachée. Chacun a un panier différent. D'ailleurs, l'INSEE met à disposition un outil pour calculer son propre taux d'inflation. Mais en tout cas, en moyenne, l'alimentaire, c'est, je crois, 20% à peu près du panier. L'énergie, c'est à peu près 10%, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes de perception. En général, ils sont liés... Alors, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène, comme je vous ai dit, l'inflation, elle est calculée sur un an. Et souvent, les gens confondent un peu le taux d'inflation et le niveau des prix. Donc, ils ont l'impression que l'inflation est toujours élevée, mais ça, c'est que le niveau des prix est resté élevé, qu'il n'a pas redescendu. Mais un niveau de prix qui redescend, c'est une inflation négative. Ce n'est pas une inflation moindre, c'est une inflation négative. Et donc, on le voit parce que, voilà, quand on creuse un peu, voilà, c'était quoi le prix du carburant il y a un an, mais en fait, on voit que les gens ont en tête plutôt il y a 5 ans. Et pareil pour le prix du pain, il y a eu beaucoup de polémiques sur le prix du pain. Où le prix du pain aurait été, il y a longtemps, à 1 franc, mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Il était à 5-6 francs quand on est passé à l'euro. Donc, il y a beaucoup de confusion entre le taux de variation et le niveau des prix. Après, il y a une surpondération des achats fréquents, ce qui est logique. Et on voit même d'ailleurs que les femmes ont tendance à surestimer l'inflation davantage que les hommes, ce qui est expliqué par le fait que c'est surtout elles qui font les courses alimentaires. Donc, et voilà, et le carburant, c'est pareil, on voit souvent à la pompe, et donc on est très sensible à ce prix-là, et on ne voit pas qu'à côté, il y a des prix qui n'augmentent pas, ou voire même qui baissent. Au pire du pic inflationniste, les prix des jouets baissaient en France. Qui s'en préoccupait? Alors, c'est une petite partie du panier de consommation, mais ça vous donne quand même... voilà. Après, il y a des inégalités face à l'inflation, qui ont été regardées par l'INSEE. Et de manière un peu surprenante, bon, il y a des inégalités selon le niveau de vie, mais elles ne sont pas si grandes que ça pendant cette vague inflationniste-là. Elles sont majeures, en revanche, selon le lieu d'habitation, rural ou urbain, avec une inflation beaucoup plus forte pour les ruraux que pour les urbains. Et aussi selon l'âge. Et donc, pour une fois, les jeunes ont été, semble-t-il, relativement épargnés par l'inflation par rapport aux personnes plus âgées. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'INSEE. Merci. Voilà ce que je peux dire sur la perception. Merci pour les éléments de réponse. Il y a peut-être une autre question. Je regarde par là-bas, à l'opposé. Vous pouvez passer. Bonjour, je suis étudiante en L3 et dans le cadre de l'économie du travail, j'ai choisi de faire un devoir sur la courbe de Phillips. Et étant donné que vous ne l'avez pas mentionné, j'avais une question. Est-ce qu'on peut la considérer comme un instrument de politique économique toujours pertinent à l'heure actuelle ou c'est fini? Ouh là là, d'accord. Alors, donc la courbe de Phillips n'est pas un instrument de politique économique, c'est une contrainte. C'est-à-dire, on sait que, en moyenne, quand le chômage augmente, l'inflation diminue et vice-versa. Évidemment, pour une banque centrale, c'est très important de savoir si les prix, en faisant baisser les prix, enfin, de combien il faut faire baisser l'activité relativement, ou en tout cas ralentir l'activité, pour obtenir une baisse de l'inflation donnée. Donc on va dire, donc avant la crise inflationniste, on pensait que la courbe de Phillips était très plate, et donc que le chômage pouvait baisser sans que ça fasse monter l'inflation. C'est ce qu'on observait. Hein, le chômage a beaucoup baissé en France sans que ça fasse monter l'inflation. Et puis, d'un seul coup, crise inflationniste. Et alors là, d'un seul coup, tout le monde s'est dit « Ah, mais la Banque centrale est capable de faire baisser l'inflation sans faire de récession. » Et donc, la courbe de Phillips est devenue verticale. Et donc, il y a pas mal de théories qui disent en fait, elle est coudée. Enfin, bon. Et donc, la vérité, c'est qu'on a beaucoup de mal à la mesurer, qu'il y a plusieurs manières de mesurer les tensions sur le marché du travail.
et que aussi la pente de la courbe de Phillips peut varier dans le temps, avec des réformes structurelles, mais aussi avec les questions d'anticipation ou autres. Donc c'est un instrument qui est implicite dans les modèles que je vous ai montrés, puisqu'il y a bien, à un moment donné, un salaire qui réagit au taux de chômage. Donc c'est implicite, mais il y a d'autres phénomènes qui jouent aussi. Donc on ne va pas se fixer seulement par rapport à la courbe de Phillips. Merci. Alors il y a une petite question par là, puis après il y en a une autre. Oui, bonsoir. Je suis Gédéon Davis, M1 Actuariat. J'ai deux questions, madame. La première, pensez-vous que la zone euro a tiré des leçons de cet épisode pour mieux anticiper les prochains chocs inflationnistes? La deuxième, comment concilier la lutte contre l'inflation et les impératifs de transition écologique? Merci. Alors merci, deux excellentes questions. Alors sur la première, voilà. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait en 2025 une revue stratégique qui est faite tous les 5 ans de la politique monétaire en révisant. Alors la précédente était en 2020. Donc la précédente, il n'y avait pas d'inflation. Donc il y avait besoin effectivement d'une petite révision du cadre de la stratégie monétaire. Et ce qui a été fait, donc là je vous mets les principales conclusions de cette revue stratégique. La première, c'est que l'objectif de la symétrie de l'inflation, l'objectif d'inflation symétrique 2% à moyen terme, et donc le fait qu'on va lutter contre une inflation plus basse, mais aussi une inflation plus élevée et de manière complètement symétrique. Donc ça a été réaffirmé, alors qu'il y avait un peu, quand on sortait d'une inflation trop basse, on avait un peu oublié le fait qu'il peut y avoir une inflation trop élevée. Et aussi le fait, et sur le moyen terme, et ça c'est très important, parce que ça veut dire que les chocs temporaires peuvent sont admissibles dès lors que les anticipations restent ancrées, que la Banque centrale ne va pas forcément réagir, parce que c'est le moyen terme qui compte. La deuxième, c'est de prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des non-linéarités, et donc quand on a un choc très important, il faut peut-être plus rapidement intervenir. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré sur les non-linéarités. Et voilà. Et pendant la pandémie, même la période pendant la pandémie, même avant, et puis aussi, pendant la pandémie, tous les outils ont été déployés. Il y a eu beaucoup d'outils de politique monétaire, pas seulement les taux d'intérêt, qui ont été déployés. Il a été décidé de les conserver dans la boîte à outils. Ça n'a pas été évidemment utilisé pendant la vague inflationniste, mais on les conserve dans la boîte à outils, sachant que l'inflation peut redémarrer à la hausse, mais aussi à la baisse. Et enfin, les bouleversements géopolitiques, fragmentation, la prise de conscience que l'incertitude sur l'inflation va rester avec nous. Et donc ça nous amène au deuxième sujet, l'impact de la transition je crois que c'était ça, ou du réchauffement. C'était le réchauffement ou c'était la transition? La transition sur l'inflation. Alors, il y a beaucoup de travaux aussi sur ça. Et la Banque de France a le secrétariat du réseau mondial des banques centrales sur ces questions-là. Donc, il y a presque 150 membres. Donc, c'est vraiment... il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Et ce qu'on trouve en général, c'est qu'avec une politique monétaire neutre, qui ne réagit pas, la transition, au sens où une trajectoire de tarification carbone compatible avec l'accord de Paris, en France, ferait un supplément d'inflation de l'ordre de 0,5 points de pourcentage. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Il faut savoir que sur le passé, l'énergie a contribué à l'inflation de l'ordre de 0,3-0,4 points de pourcentage par an en moyenne. Donc, si on pense que la transition, c'est un mouvement des énergies carbonées vers des énergies non carbonées, ça suppose que la demande pour les énergies carbonées diminue et donc le prix des énergies carbonées diminue. Donc on n'aurait plus cette contribution des énergies carbonées à l'inflation, mais à la place, on pourrait avoir la hausse de la tarification carbone par palier. Donc tout ça pour dire qu'on a effectivement un supplément d'inflation. Il n'est pas énorme, surtout si on prend en compte les autres phénomènes qui pourraient au contraire être désinflationnistes.
Et par ailleurs, la Banque centrale a su par le passé atteindre 2%, même s'il y avait une contribution positive de l'énergie à l'inflation. Donc ce n'est pas véritablement un sujet de grande inquiétude. Ce qui est beaucoup plus un sujet d'inquiétude, c'est le réchauffement lui-même et le fait que ça va entraîner des pics d'inflation qui pourraient désancrer les anticipations, et aussi ça va créer des risques financiers puisque les acteurs financiers, les banques, les investisseurs peuvent avoir dans leur portefeuille avoir prêté par exemple à des entreprises qui sont vulnérables aux risques physiques, inondations, tornades, etc. Et les assureurs aussi. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont regardées très, très attentivement. Merci. Alors, on a encore quelques instants pour prendre quelques autres questions. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'aurais aimé vous poser une question qui rejoignait un peu celle sur la courbe de Phillips, et savoir si la règle de Taylor était encore utilisée ou si c'était une donnée dont vous ne vous souciez plus à la Banque centrale pour établir le taux d'intérêt. Merci. Merci. Alors, la règle de Taylor n'a jamais été utilisée, je vais vous décevoir. C'est une régularité. C'est-à-dire, c'est John Taylor, en 1993, qui s'est rendu compte que le taux d'intérêt à 3 mois, qui n'est même pas le taux d'intérêt directeur de la Fed, le taux d'intérêt à 3 mois aux États-Unis suivait assez bien une équation qui dit le taux d'intérêt, c'est le taux neutre plus 0,5 fois l'écart à la cible d'inflation, plus 0,5 fois l'écart de production. Et ça marchait assez bien. Et ensuite, on a regardé sur la zone euro, avec différents paramètres, ça marchait assez bien. C'est une régularité ex post. Ça n'est pas du tout utilisé pour régler la politique monétaire. Enfin, ça peut être parmi plein de choses. On va montrer la règle de Taylor. La difficulté de la règle de Taylor, c'est que, en fait, dans une période très chahutée comme la période récente, évidemment qu'on ne va pas suivre la courbe de Taylor. Sinon, ça aurait fait monter les taux d'intérêt beaucoup trop brutalement. C'est pas possible. Donc, il faut au minimum, les banques centrales font varier les taux d'intérêt quart de point par quart de point, éventuellement un demi-point, mais guère plus. Et donc, parce que c'est beaucoup trop perturbant pour les marchés financiers. Et donc, au minimum, la règle de Taylor va être un peu lissée pour ne pas avoir trop d'impact sur les marchés. Mais encore une fois, ce n'est pas un outil qui est utilisé de manière quotidienne par les banques centrales. Bien, alors y a-t-il d'autres questions? Encore un peu de temps, si certains souhaitent poser une question ou deux. Si pas de main se lève, on va remercier Agnès Benassi-Kéré pour les réponses et la présentation et réponses aux questions. Donc je crois qu'on peut bien applaudir Agnès. Merci à vous.